Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, le père de Max qui en rajoute une couche, il serait pas étonné de voir Max dire stop à la Formule 1. Mon fils est pleinement capable de profiter de la vie en dehors de la F1. Ah oui, après que tu l'aies bien maltraité, ton fils, quand il était petit, pour qu'il fasse que ce soit une star du sport auto. Yos, on en parle de ça? Je pense que Max est non seulement incroyablement bon, mais il sait aussi ce qu'il fait. Max est maintenant prêt pour une séquence de domination de type Schumacher, Vettel ou Hamilton, et plusieurs titres. Mais ça dépend de la qualité de la voiture, comme toujours. Si Max a une voiture compétitive, il sera en lice à chaque fois pour le titre mondial, parce que la force du pilote sera alors décisive. Nous sommes prêts. Quant à ce qui se passera après 2028, lorsque le long et lucratif contrat Red Bull actuel de son fils prendra fin, Yos admet que ce n'est pas clair. Nous ferons à nouveau le bilan en 2028. Ce n'est pas son style de chercher des records de longévité. S'il se plaît encore à F1, il restera. Sinon, il n'hésitera pas à faire autre chose. Je sais qu'il a envie de faire une course au Mans, par exemple. Une retraite de la F1 ne l'étonnerait pas. J'ai été témoin de la façon dont mon fils est pleinement capable de profiter de la vie, loin de la Formule 1. Pendant l'hiver, pendant la pause, de temps en temps, vous avez vraiment besoin de ce repos. Max peut être complètement off après la saison ou pendant la pause estivale. Il ne veut même plus parler de F1. Incroyable. À mon époque, nous avions un maximum de 18 courses. Maintenant, il y en a 22. Et l'année prochaine, ce sera 24. À un moment, il peut dire stop. C'est trop. Bon, de toute façon, il s'arrêtera pas avant 2028, minimum. Il va aller au bout de son contrat, c'est quasi sûr. Alors, à moins d'une énorme blessure, d'un accident grave qui le prive d'une carrière de plusieurs saisons, ce qui paraîtrait un peu étonnant, mais bon, on sait jamais. Regardez ce qui est arrivé à Schumacher, en ski, voilà. Le destin ne fait pas de cadeaux parfois. Donc voilà, est-ce qu'il arrêtera après son contrat? À voir. On verra ce que ça donne ces prochaines années. Alors je sais que tous les fans de Red Bull de la chaîne là, s'égosillent à dire qu'il va gagner tous les titres jusqu'à 2028, les fans hardcore. Du calme les gars. Ferrari peut très bien revenir, Mercedes aussi. Peut-être qu'un jour Ferrari, ils seront plus des clowns aussi. Ça pourrait aider. Allez, ciao ciao. Alors le circuit d'Hanoï au Vietnam, vous savez, ce circuit qu'on n'a jamais fait en Formule 1 finalement. Alors c'est quand même le seul circuit de l'histoire à être présent dans un jeu vidéo officiel de la F1 sans que la F1 ait roulé dessus. Ça c'est quand même fort, quand même. Là c'est exceptionnel. Il aurait dû être fait en 2020. L'AFP a publié des photos du circuit avec des infrastructures laissées à l'abandon. Il est maintenant couramment utilisé par les cyclistes locaux pour les compétitions de l'entraînement. Pourquoi pas? Alors pourquoi on n'est jamais venu sur ce circuit? Parce que déjà il y a eu le Covid, puis le maire de la ville, Nguyen Duc Chung, a été arrêté et condamné à 10 ans de prison pour corruption. Ouais, c'est pas terrible pour l'image de la F1, effectivement. Donc du coup ils ont annulé le contrat, et ils ont dit vas-y on n'y va jamais là-bas, c'est mort. Une source a confié, sans Monsieur Chung, l'avenir de la course à Hanoï est sombre. Les autorités de la ville ont apparemment exclu de relancer le projet de la course de F1 lors de leur mandat, soit jusqu'en 2029. Bien que ça n'ait pas été confirmé officiellement. Les fans locaux, cependant, sont déçus du résultat de cette saga. Ça aura été ma première chance de voir des vrais pilotes, des voitures de F1, des équipes de course. Je voulais vraiment ressentir ce que c'est d'être à une course de F1. Confié à un fan local. Ça m'attriste que ça ne se produise pas. J'espère que ça pourra être organisé à nouveau à l'avenir. Bon. Pour l'instant, à court terme, c'est mort. Donc les cyclistes vont bien s'amuser sur le circuit. Ils ont un circuit entier pour eux, donc pourquoi pas. Ils vont se faire plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez voir ce Grand Prix au calendrier de la F1? Ciao. Bon, alors ça bouge de plus en plus du côté des jeunes pilotes. Cette fois, on a Alex Palou et Pato Howard qui vont participer aux essais libres 1 à Austin pour Palou, qui est à gauche, donc du coup, et Pato Howard à Abu Dhabi, les Ouelins. Je suis très heureux de faire mes débuts officiels en F1, a déclaré Palou. Ce sera super de piloter aux États-Unis devant mes fans, qui m'ont peut-être vu en IndyCar, ayant piloté la MCL35M de 2021 plusieurs reprises. J'ai vraiment hâte de découvrir le rythme de cette MCL36 et d'aider l'équipe à préparer le Grand Prix. Je suis impatient de prendre la piste à Abu Dhabi. Pour sa part réagi Howard, je me suis développé en tant que pilote, j'ai eu beaucoup de plaisir avec l'équipe au volant de la voiture l'année dernière. Ça sera donc génial de découvrir la MCL36. Seidel est heureux d'offrir l'opportunité à Alex et Pato de piloter pour McLaren en essai libre avec les grands succès d'Alex en IndyCar. L'équipe bénéficiera de ses retours sur la voiture et continuera de l'évaluer en tant que pilote. Bon bref, tout le monde est content, évidemment. Le contraire aurait été étonnant. Donc voilà. Alors, ils ont pas dit qui vont remplacer. Sûrement Ricardo, j'imagine. Enfin, de toute façon, faut que Norris il laisse sa place aussi au bout d'un moment. Donc, je sais pas qui vont remplacer en vrai. Peut-être que Norris il va laisser sa place à Abu Dhabi plutôt.
et Ricardo aux États-Unis. Je dirais que ça va se finir comme ça. Bon ben voilà, belle opportunité pour eux. Ciao ciao. Mercedes est prête à dépenser trop si Red Bull n'est pas sévèrement puni par la FIA. Eh ben oui, pourquoi se priver en même temps? Ils vont se prendre sûrement une amende. Alors une amende, s'ils ont dépensé 2 millions, Wolff il pense qu'ils vont payer 10 millions d'amende. Bon, 10 millions pour Red Bull c'est que dalle. Wolff n'hésite pas à déclarer que son équipe est prête à dépenser trop si Red Bull n'était pas sévèrement puni pour ses violations mineures de réglementation financière. Les détails des dépenses excessives de Red Bull n'ont pas encore fait surface. Cependant, selon plusieurs sources, ces dépenses n'ont dépassé le plafond que de 1 à 2 millions de dollars. Comme il ne s'agit que d'une violation mineure, entre guillemets, il est probable que Red Bull n'aurait payé qu'une amende. Compte tenu de la légère punition, Wolff a révélé que Mercedes avait discuté de l'idée de prévoir un budget supplémentaire pour récupérer les performances et revenir au sommet, au milieu de leurs difficultés 2022. Si Red Bull a dépassé de 2 millions, il pourrait clore l'affaire en payant à la FIA 5 fois, donc 10 millions. C'est ce que nous attendons d'après de nombreuses discussions ces dernières années. Et de toute façon, ça ne serait pas juste, car ça sanctionnerait le droit de tricher en payant une amende. Mercedes en a déjà parlé. Et si c'était vraiment la seule sanction, Mercedes est prête à prévoir un budget supplémentaire et l'amende associée pour récupérer des performances et revenir au sommet. Ah mais ils ont raison, Ferrari pareil, et les autres aussi. Enfin ceux qui peuvent du coup. McLaren par exemple. Aston Martin. Autant dire que ces propos sont avant tout destinés à faire pression sur la FIA afin de ne pas faire voler le concept de plafond budgétaire en éclats, en permettant au top team de dépenser finalement 5% de plus sans trop craindre pour le résultat. Bah, c'est ce qui semble être le cas, hein. Visiblement, on se dirige pas vers une disqualification. Hein. Ou des points en moins même en 2021, donc ouais. Bah, faites pareil, Mercedes, dès cette année, vous dépassez le budget de 5%. Et puis voilà, quoi. Vous aurez quoi? 10 millions à payer? 15? Allez, c'est que dalle. Hein. Pour vous. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Alors, De La Rosa, qui est nouvellement ambassadeur d'Aston Martin, et il évoque Fernando Alonso, évidemment. Son poteau, son bro, son frérot. Je pense pas que Fernando soit un gars difficile à gérer, il est simplement très authentique et très honnête. Le fait que l'anglais ne soit pas sa langue maternelle le rend parfois un peu dur, quand il essaie de décrire les choses. Mais il est très honnête. Oh là, l'excuse. Et ce qu'il vous dit, c'est c'est ce qu'il ressent à propos de la voiture, de l'équipe, la façon d'être compétitif. Donc tant que vous lui dites exactement ce qui se passe, ce qui est la vérité, vous n'aurez jamais de problème avec lui. Mais dès que vous essayez de cacher des infos, ou qu'il sent que vous essayez de garder certaines informations de côté, vous aurez des problèmes. C'est un individu très compétitif. C'est la réalité. Si vous êtes aussi compétitif que lui, vous n'aurez aucun problème avec Fernando. J'ai toujours dit qu'il y a peut-être 3 pilotes qui sont spéciaux en F1, je ne dirais pas quels sont les noms. Mais Fernando a toujours été parmi eux. J'ai toujours dit que Fernando est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, et quand j'ai dit ça il y a quelques années, tout le monde pensait que j'étais fou. Alors pourquoi il dit pas les 2 autres noms de la Rosa? Qu'est-ce qu'il a à nous cacher, hein? Quel scandale! Mais je suis toujours fou parce que je pense qu'il est unique, et qu'il est totalement motivé. Ce qui est aussi un détail très très important dans la vie d'un pilote de F1, surtout quand vous arrivez à 40 ans. Je suis aussi passé par là à 40 ans, donc je sais un peu ce que ça fait. C'est pourquoi je pense que Fernando arrive au meilleur moment de son talent et au sommet de ses performances. Il est en paix dans sa vie, c'est comme si la course était dans son sang. Et c'est aussi simple que ça, nous n'avons pas tous la course dans le sang, depuis aussi longtemps que Fernando. Eh ben, que d'éloges, hein. Donc voilà, alors ils vont pas travailler ensemble vraiment, parce que De La Rosa il sera pas pilote d'essai, il sera ambassadeur. Lui il est trop vieux pour être pilote d'essai, de toute façon 51 ans maintenant, il a fait son temps, Pedro. Et bon, ils vont se croiser chez Aston Martin, donc je pense qu'il a été recruté sur les conseils d'Alonso d'ailleurs. Parce que De La Rosa Aston Martin, bon, je vois pas trop le rapport de base, personnellement. Je vous laisse commenter, ciao. Former un duo 100% français avec Ocon est une histoire incroyable selon Gasly. Ils ne s'inquiètent pas de leur future relation. Alors moi j'ai lu que, je sais pas si c'est vrai, j'ai lu qu'Alpine avait demandé à ce que les familles soient là au Grand Prix, pas plus de 2 fois par saison, chacune des 2 familles, et qu'elles soient pas là ensemble, en même temps. Alors si c'est vrai, ça commence mal quand même. Pour pas qu'il y ait de clash ou je sais pas quoi. Je pense que ça va au-delà de parler de la relation, il s'agit d'évoquer la chance que nous avions d'être un jour coéquipiers lorsque nous avions 6 ans et que nous courions en karting sur un petit circuit près de chez nous. Lorsqu'il neigeait, nous étions les seuls à venir faire des tours de circuit, nous étions sur la piste à tenter de nous réchauffer. À l'époque, la F1 n'était qu'un rêve et nous savions qu'il était presque impossible pour nous d'y parvenir. Mais nous allons maintenant courir pour la même équipe française dans F1, c'est incroyable. Nous avons connu des hauts et des bas dans notre relation, mais je crois que c'est aussi une opportunité pour nous d'effacer ce qui s'est produit par le passé. Je suis pas du tout inquiet. Nous sommes suffisamment intelligents et matures pour savoir ce qui est le mieux pour nous et surtout pour l'équipe. Il reste désormais 80 Grands Prix à Alpine pour retrouver le chemin de la victoire, après l'objectif qui était annoncé en début de saison.
Ouais, mais ça, les 100 Grands Prix, Renault les avait annoncés aussi. Au final, à chaque changement de nom, il va y avoir 100 Grands Prix, quoi. C'est un peu ridicule, quand même. Et Gasly est conscient qu'Ocon et lui devront travailler main dans la main pour aider leur équipe à atteindre ce but. Alors, techniquement, ils ont déjà gagné l'année dernière, en plus. Bon, c'était pas la régulière, certes, mais bon. En fin de compte, nous avons l'objectif commun de nous battre à l'avant, nous voulons tous terminer sur le podium et gagner. Et nous savons que nous devons travailler pour l'équipe, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas inquiet, car c'est dans notre propre intérêt de travailler ensemble, nous le savons parfaitement. Eh bien, on verra comment ça se passe entre les deux, hein. Comme on a vu hier, Gasly serait beaucoup plus payé qu'Ocon au final, pour l'attirer chez Alpine, et ils lui ont mis un salaire assez énorme, il faut le dire, donc bon. Est-ce qu'il y aura de la jalousie de la part d'Ocon si c'est vrai? C'est vrai que c'est son salaire de x3 et pas trop justifié à Gasly pour le coup. Bon, enfin bref, on verra bien. Je vais se commenter. Alors, As va convoquer les médias pour une conférence de presse à Austin. Alors, soit c'est pour un pilote, bon, alors ça m'étonnerait quand même. Ce serait un pilote US, du coup. Soit c'est pour un nouveau sponsor US. Ça sera 19h en France, midi, heure locale, à Austin, jeudi. Au début de cette année, la petite équipe américaine s'est séparée de Mazepin et de son sponsor russe Uralkali. Mazepin poursuit maintenant l'équipe pour laisser un pays. As a d'ailleurs répondu officiellement à l'avis d'un tribunal. Une source a confié que les parties attendent maintenant la nomination des juges et la date de l'audience. Lors de cette conférence de presse à Austin, un grand sponsor américain est attendu pour épauler As. Ah ah. Je me demande bien ce que ça peut être. Et il pourrait s'agir d'une double annonce, puisque certains pensent que Mick Schumacher et son équipe prolongeront encore pour une année. D'autres affirment qu'Hülkenberg aurait signé. Ok. Bon ben, on verra ça dans 6 jours. Allez, je vous laisse commenter. À votre avis, du coup, c'est pour un pilote ou pour un sponsor ou pour les deux? Moi, je pense que c'est plus pour un sponsor et le pilote, ils n'ont pas encore décidé. Allez, ciao. Horner revient encore sur 2021. Il est en boucle là-dessus, lui. Hein. Et rembourse le budget, là, Horner, là. Pénalité. Le championnat du monde de l'année dernière était devenu une bataille titanesque, pas seulement entre les deux pilotes en piste, mais aussi entre les deux équipes en dehors du circuit. En tant que directeur d'équipe, la personne à laquelle vous êtes opposé est votre homologue. Il s'agit d'un jeu psychologique aussi bien que d'une activité physique. Et bien sûr, c'est la première fois depuis 7 ou 8 ans que cette équipe subissait de la pression. Je pense que c'est lorsque les gens sont sous pression que vous découvrez leur véritable personnalité, évidemment. Lorsque vous voyez votre homologue fracasser son casque ou pointer du doigt et fulminer face à la caméra, vous savez que vous devez l'atteindre. Ça, c'était quand même épique. Parce que vous savez qu'ils se défoulent de cette manière, c'est qu'ils ressentent la pression, et que les personnes en dessous d'eux vont également en faire les frais. Ça permet, d'après mon expérience, de resserrer les liens entre les personnes. Hein. Horner ajoute qu'avant le départ de Abu Dhabi, ses consignes envers l'équipe consistaient surtout à profiter de l'événement, ce qui contraste selon lui avec le management de Wolff. Je pense que la façon dont vous vous comportez en tant que leader se répercute sur toute l'entreprise. Si vous ressentez de la tension et que vous la transmettez, alors ce n'est pas sain. Il ne faut pas diriger par la peur. Si vous voulez que ce soit ouvert et inclusif, afin que les gens sentent qu'ils ont une voix et qu'ils seront plus entendus, plutôt qu'effrayés de dire ce qu'ils pensent. Ouais, bon. En gros, Horner est un meilleur manager que Wolff, quoi. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Étonnant, non? Je préfère le management de Wolff à celui d'Horner, moi, perso. Je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Steiner veut 2 qualifs pour les week-ends sprint en F1. Rien que ça, quoi. Ça rendrait chaque séance pleinement significative tout au long du week-end sprint. Qui regarde une libre sans intérêt le samedi matin? Oui, ça, il a raison. On pourrait lui donner un peu de piquant pour que ça devienne une qualification pour la course. Ça n'a pas encore été débattu, mais nous réfléchissons déjà à ce que devrait être la prochaine étape. Donc ça voudrait dire que il n'y aurait qu'une séance d'essai libre le vendredi après-midi, quoi. Et donc le vendredi fin d'après-midi, il y aurait les qualifs pour la course sprint. La course sprint le samedi après-midi, mais le samedi matin, il y aurait la qualif pour la course normale. Oh le bordel, oh le bordel. La prochaine étape ne devrait pas être plus de courses, mais plus de sprint. Du moins, c'est ce que je pense. Je pense aussi, ouais. Nous apportons alors plus de valeur sans nous développer davantage, car logistiquement, ça commence également à devenir difficile, avec plus de 24 Grands Prix sur le plan humain. Ce sera également difficile l'an prochain. Donc voilà. Bon, l'année prochaine, il y aura 6 sprints. Donc, est-ce qu'il y aura des qualifs pour les 2 courses? Ça reste à confirmer. Si c'est le cas, ça voudra dire que la course sprint n'établira plus la grille de départ, en fait. Bon, eh ben, affaire à suivre. Je vous laisse commenter.